Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Bonjour tout le monde, merci d'être là pour cette causerie qui s'appelle Politique municipale pour réenchanter la collectivité. Je suis super contente d'être là. Vous connaissez ces deux personnes que je vais présenter aussi, mais je vais me présenter moi parce que c'est moi la nobody sur scène présentement. Donc, je m'appelle Josiane Cossette, je suis autrice moi aussi, donc je vais avoir aussi sûrement des questions d'autrice. Je suis collaboratrice au Devoir à la section idées, où j'écris beaucoup sur la politique et où j'aborde des sujets connexes à ceux de Régis Labaume post-politique. Et j'ai aussi, je suis ici au salon parce que aussi j'ai écrit un livre qui s'appelle Raccommodement raisonnable, donc chronique parfois dure au cœur tendre. Fait que ça, c'est moi. C'est fini, on n'en parle plus. Et maintenant, par contre, Catherine Fournier, qui est là pour son beau livre très intéressant qui s'appelle Apprivoiser la politique. Catherine Fournier, qui est une des plus jeunes élues sur la scène provinciale, qui vient d'être réélue mairesse de Longueuil, un mandat fort pour un deuxième mandat. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Très heureuse toujours aussi de me joindre à Régis. C'est un véritable plaisir. Régis Labaume, bon, tout le monde vous connaît, maire de Québec pendant 14 ans, jusqu'en 2021. Donc, vous vous êtes comme passé le relais de la politique municipale. Ben oui. Maintenant, collaborateur à la presse, où je vous lis, honnêtement, avec beaucoup de plaisir, un style littéraire qui est vraiment savoureux. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là tous les deux aujourd'hui. Et vous êtes ici pour parler de Le Code Labaume, confidence d'un maire de Québec. Et à l'arrière, on peut lire fougueux, déterminé, controversé. Merci beaucoup d'être là. J'ai écrit avec Karine Gagnon. Je ne sors jamais sans ma biographe Karine Gagnon qui est ici. Donc, quand on décide d'écrire un livre, je vais commencer avec Catherine, parce que Catherine, ce que j'ai compris, c'est que l'impulsion, elle vient de vous. Comment c'est né l'idée de faire ce livre, Apprivoiser la politique? Ben, en fait, Apprivoiser la politique, c'est quand même mon quatrième livre. Donc, vous comprendrez que j'aime écrire. Et j'aime écrire tout en étant occupée quand même. Hein. Je fais de l'espace dans mon horaire pour ça. Mais en fait, pour moi, c'était naturel d'écrire ce livre-là parce qu'en fait, quand Elisabeth, qui est ici dans la salle, Elisabeth de la maison d'édition Parfum d'encre, m'a contactée, elle m'a parlé d'un concept de livre qu'elle souhaitait développer, donc qui permettrait de vulgariser différents domaines, notamment la politique, puis qu'elle avait pensé à moi pour ce faire. Donc, j'étais très touchée. Mais je comprenais aussi pourquoi elle avait pensé à moi, parce que tout au fil de mon parcours politique, puis mine de rien, ça va faire bientôt 10 ans l'année prochaine, en fait, que je suis élue. Donc, d'abord comme députée, maintenant comme mairesse. J'ai toujours eu le souci de tendre la main, notamment aux jeunes, pour qu'il y ait davantage de membres de ma génération et de celles qui suivront, qui s'engagent en politique, parce que je pense que c'est important que les jeunes fassent entendre leur voix. C'est important pour moi aussi de nouer des liens entre les différentes générations, mais surtout, pour moi, c'est important de faire apprivoiser la politique, justement, c'est-à-dire de permettre aux gens de mieux la comprendre, de rendre les concepts plus accessibles, parce que ce que j'ai constaté au fil du temps, c'est aussi qu'il y a bien des gens qui s'empêchent de prendre part au débat politique ou même de s'investir, de s'engager parce que la politique nous semble trop complexe, trop loin de nous. Donc, l'idée, c'était de poursuivre un peu ce que je faisais déjà au quotidien comme mairesse, notamment sur les réseaux sociaux, mais là, d'utiliser le médium du livre pour vulgariser davantage certains concepts qui m'apparaissaient comme étant fondamentaux à comprendre pour bien se situer dans la sphère politique. Puis apprivoiser aussi, moi, c'est un mot que j'aime beaucoup parce qu'on sent l'animal farouche qui peut faire peur un peu, qu'on doit dompter, qu'on doit démystifier justement avant d'oser s'y engager. Puis, il y a une facture graphique qui rend ça super vivant. Moi, j'ai 2 enfants.
papier. Je me disais, mon Dieu, il faut que tout le monde en CCQ lise ça, les profs mettaient ça au programme. Ça lève le voile sur tout. Ben, pas tout, mais une immensité de concepts, les coulisses, le type d'élus, l'entourage des politiciens, le quotidien, qu'est-ce que ça prend, les valeurs, les lignes de parti, la gauche, la droite, en haut, en bas. Donc, c'est tellement, tellement vivant. Ceux qui ne le Oui. sont pas, ceux qui ne le se sont pas encore procurés vraiment. Puis plein d'intervenants de l'extérieur aussi Oui, pour félicitations d'ailleurs à lier, l'équipe justement de Parfum d'Oncle là, qui a su rendre le livre très vivant sur le plan graphique, mais j'ai trouvé ça intéressant aussi à écrire en réfléchissant aussi à comment on pourrait illustrer les différents concepts. Donc non, c'était vraiment intéressant. Puis c'est sûr que quand j'ai demandé à Elisabeth aussi, parce que sur le coup, je me dis, est-ce que je suis la meilleure personne pour écrire ça? Dans le sens, est-ce que tu sais, je me demandais est-ce que c'était plus comme un manuel, quasiment un manuel scolaire qu'on souhaitait. Puis dans ce cas-là, j'étais comme, ben, peut-être que ce serait mieux un politologue ou autre. Mais elle me dit non, le but, c'est vraiment de regarder la politique d'un point de vue de quelqu'un qui la vit aussi. Puis je pense que ça ajoute un intérêt dans le sens que c'est complémentaire à qu'est-ce qui pourrait être plus de scolaire. Parce que, évidemment, grâce à mon parcours, je suis capable de donner aussi une petite idée des coulisses. Des fois, les coulisses, ben, ça permet de comprendre les dynamiques qui nous permettent de mieux se situer quand même dans le monde politique. Parce qu'il y a la théorie, mais il y a aussi la pratique. Puis pour moi, c'est important de la faire connaître. Tout à fait, super incarné, super concret, puis ça produit l'effet souhaité à 100%. Régis Labaume, c'est différent pour vous, le processus pour faire exister ce livre. Donc, au début, on n'était pas sûr. Il a fallu que quelqu'un, pour ne pas nommer Karine Gagnon, insiste. Je vous dis d'abord que le livre de Catherine est génial, vraiment. Ben, dans mon cas, Le tien aussi, franchement, très intéressant. Très intéressant. moi, je n'étais pas intéressé à écrire un livre, que ça réglait mon problème. Bon, les gens parlaient d'une biographie, un essai, j'ai dit non. Puis j'avais pas d'intérêt parce que, premièrement, j'étais en période de désintoxication de la politique. Et ça, c'est quelque chose, hein? Psychologiquement, tout allait bien, mais le corps m'avait lâché complètement. Et je voulais avoir aucune obligation. J'étais anti-obligation, anti-travail, paresseux. Écoutez, bon, éventuellement, il y a une dame qui s'appelle Liette Mercier qui dirige les éditions de l'Homme, qui m'a demandé à me rencontrer, mais j'ai dit, écoutez, Madame Mercier, vous travaillez pour rien, ça ne m'intéresse pas. Elle m'a dit, venez me rencontrer pareil. Alors, c'était vraiment un très bon rapport. Tout d'abord, j'ai trouvé ça une belle approche. Et Si vous voulez publier Régis Labaume, il faut le faire souper. non, mais... Et elle n'a pas été tannante. Elle m'a laissé quelques mois, elle est revenue tranquillement. Puis finalement, je l'ai rencontrée. Puis là, je lui ai répété que non, je n'écrirai pas de livre, je n'ai pas le goût de faire ça. Mais elle dit à moins que quelqu'un d'autre l'écrive. Là, j'ai dit, peut-être que ça, si quelqu'un d'autre l'écrit, est-ce que j'aurai beaucoup d'investissement? Elle dit oui, votre personne. Non, je dis, moins pire déjà. Et alors, on a cheminé. Et là, on a identifié. Moi, il y a une seule personne qui pouvait faire ce travail-là. C'était une personne qui était là lorsque j'ai été élu et qui était là quand je suis parti. Et pour un paresseux comme moi, c'était parfait parce que elle connaissait toute ma carrière, elle m'avait suivi, elle m'avait tellement critiqué, c'était indécent. Et finalement, Karine Gagnon était la personne tout indiquée, elle va faire de la recherche et tout ça. Et là, ils m'ont demandé moi-même d'écrire un petit chapitre, un petit bout dans chaque chapitre. Et c'est comme ça qu'on a débuté l'aventure, mais c'est vraiment de l'ouvrage en passant. Hein? Faire un J'ai livre, beaucoup de c'est travail, même dommage. si quelqu'un d'autre, on n'en fera pas de deuxième, hein, Karine? Je pense pas, là. Moi, je sais que tu veux, mais moi, non, ça va aller. Parlons-en justement de ces petites parties qui s'appellent le mot de Régis, où là, on vous retrouve, vous, votre plume. Puis il y a aussi beaucoup, beaucoup de caricatures de Y qui a fait, lors de votre passage, plus de 400 fois de caricatures vous mettant en scène. Là. Le personnage, la bombe, est aussi
passé, il l'a bien capté, là, puis vous appréciez ça tellement que, ben, quand même, il faut être capable de s'observer puis de se voir par les yeux d'un autre pour aller jusqu'à mettre Y dans notre propre livre. C'est un ami aussi. Vous savez qu'Y en a 400, mais il y a un monsieur de Québec qui avait comme loisir de collectionner les caricatures de La Beaume. Chacun ses loisirs, je le comprends pas, mais enfin. Et il en a ramassé 1400, je pense. Alors, c'est tout un crinqué. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était quelque chose de différent. Tu sais. L'idée, c'était, est-ce que si je lis le chapitre 2, est-ce que je peux aller directement au chapitre 13? Est-ce que je peux revenir au chapitre 7? Et donc, on a compartimenté le livre en 15 chapitres. Oh, excusez, 25 chapitres. 25 Il l'a chapitres. lu, là, il l'a lu. Oui. Alors, dans la mesure où on voulait que ce soit des segments de la mairie ou de la vie, alors on a ajouté à chaque fois une caricature qui était, comment dire, qui se prêtait bien au chapitre. Et donc, le lecteur peut prendre le deuxième chapitre, aller directement au 23e, puis revenir. C'était ça le concept. En ce sens, vos deux livres sont très similaires, donc ça se lit par petites bouchées. On peut arriver dans notre salon, il est là, on l'ouvre C'est ça. et on lit soit, comment dire, une histoire, un moment de votre carrière, de votre passage à la mairie, ou, pouf, un sondage intérieur pour savoir si, est-ce que je devrais, moi, me lancer en politique? Donc ça, c'est super intéressant. Puis, ce qui vous distingue, ben, qui vous rassemble, en fait, c'est que les deux, chacun à votre manière, pas de langue de bois. Catherine, dès l'entrée, c'est écrit, là, comment dire, préambule sans langue de bois ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très accessible, mais différemment. Vous avez chacun votre style et votre approche. C'est ça qui est fascinant en même temps. Oui. Ben, je pense que c'était 2 livres sur la politique qui permettent de mieux comprendre les dynamiques sous-jacentes. Régis, par son histoire, des plus intéressantes à la mairie de Québec. Puis on comprend en voyant comment tu as réfléchi dans les coulisses, mais avoir l'œil extérieur aussi de Karine, je trouve que ça rend l'ouvrage vraiment riche. Puis ça permet de comprendre 2 faces à un événement qui sont devenus des événements historiques là, dans bien des cas qui sont rapportés parce que, Régis, si on avait rapporté l'ensemble de ta carrière, le livre aurait pu avoir plusieurs tomes. Là. Je pense que vous avez quand même choisi de vous arrêter à certains événements plus marquants. Puis pour ma part, ben, c'était plus justement des grands concepts politiques. C'est sûr que je glisse des anecdotes ou des exemples tirés de mon parcours, mais c'est moins... c'est pas un récit biographique non plus, là. C'est vraiment plus conceptuel, puis sur les différents aspects de la politique comme telle, autant municipale, québécoise que fédérale. Même américaine, parce que je collabore avec ma meilleure amie Valérie Baudouin, petite plug pour elle, là, qui est chroniqueuse politique à Radio-Canada puis au 98.5. Et ben moi, je trouve que c'est super pertinent parce qu'on entend tellement beaucoup parler de politique américaine dans les médias depuis quelques années, pour pas dire depuis particulièrement l'arrivée de M. Trump au pouvoir, que même parfois, la politique américaine prend plus de place que notre politique, même dans les médias, puis c'est sûr, sur les réseaux sociaux. Et moi, je me rends compte que surtout, des jeunes de ma génération, des plus jeunes, se posent la question ou même ont l'impression que parfois que la politique américaine, ça se passe de la même façon chez nous. Fait que pour moi, c'est important d'avoir une section dans le livre qui permet de démystifier comment ça se passe aux États-Unis, puis comment ça se passe chez nous pour voir les ressemblances, mais aussi, surtout, les différences. Tout à fait. On a des systèmes qui sont fondamentalement différents. Valérie Baudouin qui Et est avec c'est très Catherine l'après-midi, ça? Oui, exact. OK, je l'écoute. Votre réveil à la politique, c'est très intéressant parce que, bon, comment dire, Régis Labaume, en politique, vous êtes un late bloomer, disons. Vous y êtes venu un late bloomer. Tu sais, vous êtes arrivé plus tard en politique après avoir fait une foule de choses. Catherine Fournier, vous, comment dire, vous avez étudié, vous avez commencé à vous engager alors que vous étiez étudiante, à militer au cégep et tout ça. Puis, ça a presque été votre premier emploi, là. Oui, c'est sûr que j'ai gradué, je pense que j'avais 22 ans de l'université, puis j'ai été élue à 24 ans. Donc, comme je disais, c'est sûr que je ne pouvais pas me présenter aux portes des électeurs en disant que j'avais 25 ans d'expérience dans un domaine ou un autre. Mais une chose est sûre, j'avais beaucoup de volonté.
beaucoup aussi envie d'apprendre et de servir. Donc, tu sais, la politique, parfois, ça se fait plus tard dans une carrière. Dans mon cas, ça s'est fait plus tôt. Mais je pense que c'est important d'avoir justement cette représentativité-là, peu importe, parce que j'ai pu constater que ça apporte une richesse au débat. Et c'est pour ça que je crois à la place de la jeunesse en politique. Oui, tout à fait. Puis vous en parlez beaucoup de cette représentativité-là. Puis de votre côté, M. Labombe, ben, vous y êtes venu plus tard parce que Québec était devenu quelque chose qui vous plaisait pas. Vraiment, c'était pour la ville, pour la réenchanter, justement. Là. Si on parle de réenchanter la collectivité, je vous passe. Malheureusement, je n'étais pas fier de ma ville. Je n'aimais plus ma ville. Même j'étais encore heureux, mais je n'étais pas fier de ma ville. Je veux dire à Catherine que c'est important qu'il y ait des gars et des filles de son âge arrivent à politique à l'âge qu'ils l'ont fait. Moi, au dernier mandat, 2 femmes, une de 23 ans, une de 31 ont été élues. Ils sont venus je les ai installés directement sur le comité exécutif. Et il y a des moments où on avait des décisions à prendre, où je disais à ces 2 filles-là, Alicia et à Émilie, les filles, je suis trop vieux, vous allez prendre la décision et ce sera la meilleure. Et ça, il faut accepter ça à un moment donné, d'être dépassé. Et d'ailleurs, la première fois que je leur ai fait ça, ils étaient tombés en bas de leur chaise. Je leur ai dit, vous prenez la décision, puis il y avait quand même beaucoup d'argent impliqué. Ce sera la meilleure décision parce que je pense que je ne suis plus à la fine pointe sociale de ce qui m'entoure contenant ces dynamiques-là. La question, c'était quoi? Ben, j'aurais rebondi sur le fait que vous êtes venu tard, mais que vous avez fait de la place, justement, dans le comité exécutif, parce qu'il y a un très bon balado aussi, on va en reparler plus tard, mais ça s'appelle « Qui veut encore faire de la politique municipale? » Documentaire. Oui, vraiment animé par Régis Labombe et Alicia figure justement dans le documentaire. Puis Catherine? Et Catherine aussi, oui. Alicia et moi, on est dans la portion balado, mais le documentaire aussi est super. Je trouve que les deux. Le balado, ça permet d'aller plus loin. Ah oui. Voilà. Ça. Oui. Honnêtement, je suis une consommatrice de balado, donc je suis allée d'emblée vers la forme longue, puis je me suis passée d'images pour l'instant. J'ai peut-être manqué des choses, mais c'est ça. Donc, ça, c'est très... justement, je pense que pour réenchanter la collectivité, la jeunesse d'y faire une place et que la jeunesse qui voit que la jeunesse a une place puisse croire à nouveau en la politique, peu importe les paliers, là, disons. Il manque de jeunes en politique. Ben écoute, oui, il manque de jeunes, et en même temps, et là, j'en ai entendu parler, on a fait 3 jours de dédicaces ici, et les gens me parlent beaucoup du documentaire et du balado. Évidemment, le choix éditorial a été compliqué parce que finalement, tu sais, le balado, le documentaire nous font découvrir des individus qui ont vécu ce métier-là dramatiquement, mais on tend vers la lumière, vers la fin. Mais les gens se souviennent surtout de l'aspect dramatique des choses. Alors, nous, on a cru, en créant l'œuvre, on a choisi de créer une prise de conscience collective sur la vie des politiciens aujourd'hui. C'est sûr que c'est très dur par moment. On parle d'une politicienne qui a pensé au suicide. Puis honnêtement, comme c'est zéro fake, là. Les politiciens qu'on a interviewés ont été tout à fait transparents et authentiques. Mais je pense qu'il fallait faire le choix d'une prise de conscience collective pour que les gens comprennent pourquoi il y a moins de gens qui viennent en politique. C'est parce que le métier est devenu toxique. Peut-être qu'on aurait quelque chose avec plus joyeuse éventuellement, mais c'était vraiment le choix de faire cette démonstration-là, parce que si on ne comprend pas le mal, parce qu'il y a un mal en politique actuellement, on ne pourra pas trouver des solutions. Alors, c'est un peu compliqué comme choix, mais on pensait que c'était la meilleure façon d'être utile. Je pense que ça passe très bien. Sérieusement, moi, je pense que c'est un bon, du bon storytelling, comme on dit en bon français. Mais les défis, justement, vous en parlez, vous aussi, dans vos livres, dans le balado.
il y a de gros défis avec ce qui est devenu la politique municipale de nos jours. Là, avant de la réenchanter, là, j'avais envie qu'on repasse de qu'est-ce qu'il faut réenchanter, là. Ça veut dire que si on est dans le réenchantement, il y a quelque chose qui s'est perdu. Donc, les plus gros défis, là, présentement, de la politique municipale. Il y en a beaucoup, c'est certain. Puis je pense que le travail de Régis et de son équipe a vraiment fait œuvre utile parce que je pense que ça prend une petite, une remise, en fait, une reprise de conscience collective sur l'état des lieux, l'état de l'état de notre démocratie locale, le poids, la pression que subissent les élus municipaux, souvent avec tellement peu de ressources. Tu sais, Régis a été maire quand même de la deuxième plus grande ville, notre capitale nationale. Moi, je suis mairesse d'une grande ville aussi, mais il faut réaliser que la plupart des mairesses et des maires n'ont pas la chance d'être soutenus par des équipes comme moi, je le suis présentement, comme Régis l'a été. Il y a 1107 municipalités au Québec, là. La plupart, ce sont des très petites villes, des villages. Bien souvent, ils ont un employé à peu près à la ville. Le conseil municipal est formé de gens qui font pratiquement du bénévolat. Ils ont peut-être 1000, 2000 dollars même par année. Il y a des maires même qui font ça à la retraite, qui se donnent vraiment corps et âme, pratiquement à temps plein, là, 40 heures ou plus par semaine. Puis, je veux dire, les gens les interpellent à toute heure du jour pour finalement une compensation de quelques centaines de dollars. Il faut réaliser que ça existe. C'est ça le plus commun, en fait, dans nos villes à travers le Québec ou même dans les municipalités de taille moyenne. Donc, les défis sont immenses. On a toujours plus de reddition de comptes aussi à faire. Puis c'est sûr que les attentes des gens sont très, très élevées. Puis on les comprend, mais je pense que c'est important de mettre la lumière sur cette réalité-là, sur l'envers du décor. Parce que je pense que plus on peut montrer le côté authentique de ce que c'est faire la politique, bien, plus aussi comme citoyenne, comme citoyen, on comprend les défis, puis on est à même aussi peut-être de mieux se positionner, puis peut-être, je ne veux pas dire réduire nos attentes, parce que je pense que c'est important qu'on ait des attentes qui soient importantes, mais davantage de comprendre la complexité du système dans lequel évoluent nos élus, qui sont souvent pleins, la majorité, là, l'immense majorité, plein de cœur et de volonté de servir, mais qui sont limités par toutes sortes de facteurs. Donc, comment vous, comme citoyenne, comme citoyen, vous pouvez nous aider à vous aider par la suite et comment, comme société, on peut réfléchir différemment aussi la politique municipale à plusieurs niveaux parce que là, on va pas se lancer là-dedans aujourd'hui, mais on pourrait parler de fiscalité, de justement rémunération des élus parce que Régis, tu l'abordes quand même dans tes interventions publiques de fusion aussi. Là. Est-ce que c'est normal encore qu'on ait 1107 municipalités? Comparativement à l'Ontario, là, qui en a le tiers à peu près. Exactement. Est-ce que ça empêche justement une professionnalisation de la fonction d'élu? Est-ce que si on avait moins d'élus, on pourrait justement mieux les rémunérer, mieux les payer? Mais là, ça vient peut-être piler un peu sur les pieds de certaines dynamique locale. En tout cas, moi, le Québec l'a bien vécu aussi. Moi, je vous avoue que ça a été un peu traumatique sur la rive sud de Montréal, les fusions. Ah, Mauricie aussi, là. Moi, je continuerai toute ma vie à dire que j'habite à Grand-Mère, que je viens de Grand-Mère et non pas de Shawinigan. C'est correct. Je pense qu'il y a moyen de valoriser les identités locales tout en trouvant une façon d'être plus efficace puis de trouver des façons où les élus vont pouvoir accomplir leur rôle de façon plus efficiente. Oui, on le comprend complètement. C'est sûr que les salaires, c'est quelque chose qui est un frein inévitablement parce que on se dit, les salaires, on parle de, tu sais, des fois, justement, 6 000, 7 000, 20 000 $ pour une job de maire à temps complet, mais les gens doivent travailler quand même à côté s'ils ne sont pas à la retraite. C'est ça, la plupart des élus municipaux au Québec, en passant, ont un autre emploi. Là. Il y a seulement 15 qui font ça à temps plein. Exact. Mais nous, on a des... Catherine et moi, on avait de gros problèmes, on avait des gros budgets. Dans un village de 800 personnes, les problèmes sont aussi gros à leur mesure, mais ils n'ont pas d'argent. En plus de ça, tu as toujours un cousin qui ne t'invitera pas au party de Noël parce qu'il est fâché après toi, parce que tu n'as pas donné le petit permis qu'il voulait ou que tu as augmenté les taxes. Moi, j'appelle ça le paradoxe de la proximité. La proximité, ça peut être merveilleux quand ça va bien. Moi, je l'illustre toujours. J'habite, moi, dans le quartier Saint-Roch à Québec, au 12e étage d'un édifice. Et sur mon balcon, j'ai le stade municipal de baseball. Alors, quand il y avait une lumière de brûler, moi, j'étais dehors, puis je textais le directeur
qui était en charge du stade municipal pour lui dire, il y a une lumière de brûler ce soir. Lui, à 8 heures du soir, il appréciait vraiment recevoir mon texto. Où je prenais une marche le matin, puis il disait, au coin de la rue Lassalle et de la Couronne, il y a un trottoir de brisé. Il commençait sa journée comme ça, à peu près à 7 heures. Tu sais. Alors ça, c'est la beauté de la proximité. Mais le revers de la médaille, c'est que quand ça va mal, un politicien qui il fait bien son travail, tu vas le rencontrer au stade, au terrain de soccer, à l'épicerie, sur les plateaux sportifs, au centre communautaire. Et si ça va mal à chaque place. Si les gens sont agressifs, ils vont être agressifs à chaque place. C'est compliqué, la proximité. Ça peut être merveilleux. Moi, je l'ai vécu de façon merveilleuse, j'étais chanceux. Mais c'est là où le métier de politicien municipal est difficile. C'était cette espèce de paradoxe de la proximité qui peut être tellement heureux, mais qui en même temps peut être tellement destructeur. Ça n'a pas de bon. On est la piñata des politiciens. Puis je finis là-dessus. Essayez de rencontrer votre député fédéral dans une année, vous autres. Bonne chance. Votre député provincial, bonne chance. Mais votre maire, vous vous présentez au conseil, vous écrivez votre nom sur une feuille, vous l'avez à 3-4 mètres et vous pouvez l'engueuler. 12 fois par année? Ah bien, 20 fois par année à Québec. Ah oui, vous savez plus, oui. Vous l'engueulez, tout simplement. Et votre maire n'a surtout pas le droit de répondre parce que dans son cas, ça va être du harcèlement s'il vous répond, là. Mais vous avez le droit de le harceler, par exemple. Ça fait des bons segments à Infoman, mais c'est pas facile à lire. Oui, d'ailleurs, Infoman s'ennuie de moi. Il est déjà travaillé maintenant, là. Il y a aussi toute la question, le palier municipal. Je pense qu'un des grands défis, puis vous le faites tous les deux ressortir, puis Catherine, dans vos capsules sur les réseaux sociaux aussi, le vieillissement des infrastructures. Hein? On est dans un Québec qui s'est modernisé beaucoup dans les années 50-60 et là, tout est à l'article de la mort. Les arénas, les écoles, tout ça, dont beaucoup relèvent du municipal, comme les arénas, les centres communautaires. Et là, il y a toute la question aussi de d'où vient l'argent, d'où devrait venir l'argent et le fait que le municipal est menotté. Puis ça, comme nous, comme citoyens, on pense pas toujours à ça. On se dit mes taxes, mais c'est à peu près ou presque votre seule marge de manœuvre. Il n'y a pas beaucoup de sources de revenus possibles. Oui. Par exemple, dans une ville comme Longueuil, 80 de nos revenus, c'est la taxe foncière. 80 Puis justement, j'ai tenu à mettre une section sur la fiscalité municipale dans mon livre parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui gagne à être mieux connu, à être démystifié. Parce que contrairement au palier québécois et fédéral, le municipal ne profite pas de la croissance économique. Là, puisque j'ai une tribune, je vais le redire ici. Donc, quand la valeur des propriétés augmente, la ville ne fait pas plus d'argent parce que la ville va venir ajuster le taux de taxation par 100 $ d'évaluation en fonction de quel pourcentage les valeurs ont augmenté de façon générale. Ce qui fait en sorte que quand il y a un nouveau rôle d'évaluation, pour celles et ceux qui sont propriétaires parmi vous, vous le savez, votre maison peut, surtout dans les dernières années, avoir beaucoup augmenté. Mais au final, comme la ville ajuste les variations de valeur, bien, pour la ville, ça crée 0 revenu. Par contre, il va y avoir des variations de taxation selon est-ce que votre valeur a augmenté plus que la moyenne ou moins que la moyenne. Vous pourriez même avoir des baisses de taxes conséquentes. Mais donc, contrairement donc, à Québec et au fédéral, qui, eux, vont avoir un accroissement de revenus naturels. Ils n'ont même pas besoin de monter les taxes et les impôts à chaque année parce que les salaires sont toujours meilleurs. Donc, naturellement, les gens payent plus d'impôts. Et il y a une tendance quand même très claire que les gens consomment plus d'année en année. Donc, plus de consommation égale plus de taxes à la consommation. Fait que le niveau de taxe est égal, mais les gouvernements font plus d'argent. Nous, quand les valeurs augmentent, on descend le taux de taxe pour faire kiff-kiff. Là, ça, c'est un principe de base en fiscalité municipale, mais ça fait en sorte que notre seule façon d'augmenter nos revenus, c'est d'augmenter la taxe foncière. Ça, c'est quelque chose qui est relativement méconnu. Puis c'est une taxe qui n'est pas très progressive non plus. La taxe foncière, en fait, ça l'est pas du tout. Les impôts, on les paye en fonction de notre revenu. Les taxes à la consommation, c'est en fonction de comment tu consommes. La taxe foncière, quelqu'un qui va posséder une maison depuis 30 ans, mais peut-être qu'il est à la retraite, dont les revenus n'augmentent pas. Mais si les taxes augmentent, c'est un poids qui est important. Avec nous, on a toujours ça quand même en termes de conscience là, quand on augmente les taxes. Donc, c'est
c'est assez complexe la situation dans laquelle on se trouve. Puis surtout, la taxe foncière, en théorie, c'est une taxe à la propriété. Mais maintenant, ce qu'on se retrouve à payer, ce qu'on doit payer comme ville, ben, c'est notamment des services parfois même qui relèvent de l'ordre du psychosocial, là, quand on engage des ressources en matière d'itinérance, parce que c'est le cas à Québec, c'est le cas à Longueuil, c'est le cas dans bien des villes à travers le Québec. Ben là, on sort du champ d'action de la taxe à la propriété comme telle. Le filet social se trouve, puis c'est les municipalités qui Mais doivent agir. c'est une fiscalité punitive. Alors, si vous venez vous établir à Québec, on est tellement heureux de vous recevoir à Québec qu'on vous envoie une taxe de bienvenue. Merci. Même en déménageant de Québec à Québec. Oui, alors merci de venir payer les taxes à Québec. On vous envoie une taxe de bienvenue. Vous décidez d'améliorer votre qualité de vie, vous construisez un salarium. La ville est très heureuse parce qu'elle va augmenter votre compte de taxes parce que vous avez amélioré votre qualité de vie avec un salarium. C'est extraordinaire, ça. Puis d'autre part, parce que la démographie étant ce qu'elle est, dans les bibliothèques, où on avait beaucoup d'enfants qui étaient clients. Maintenant, on a quasiment autant de retraités que d'enfants qui sont clients. Et les retraités, c'est assez exigeant, ça. En tout cas, ça sait ce que ça veut. Ils ont du temps. Ils ont du temps à ça. Et c'est la même chose pour les bains libres. Il y a beaucoup de retraités maintenant qui veulent des bains libres, ils veulent une piscine, puis bien faite, comprends-tu? Les enfants ne nous le disent pas, mais les retraités nous le disent, eux autres. Hein? Alors, ça vaut... Les terrains de pickleball aussi. Les terrains de Très pickleball. important. Le maudit pickleball. Parce qu'avant, on n'avait pas ça dans les jambes, le pickleball. On ajoute ça, là. Il faut ajouter du pickleball parce que les enfants ne demandent pas trop, mais les retraités, ils veulent du pickleball. Alors, c'est ça, la proximité. Pickleball. Ah, mais le pickleball, c'est tout un dossier. Là. Je suis... Les chicanes, ça crée des chicanes pour vrai. Non, mais sérieusement, moi, j'étais présidente d'un conseil d'établissement de l'école de mes enfants. Puis en tout cas, on connaît la situation des écoles qui doivent, on n'a pas assez de gymnases pour que tous les enfants fassent l'éducation physique à l'école, donc doivent aller au centre communautaire. Et là, à un moment donné, on perdait nos plages d'éducation physique. Pourquoi? À cause du pickleball. Fait que là, il a fallu pas mourir des tard. Voilà, maintenant. D'ailleurs, j'ai refusé de jouer, moi, parce que j'étais encore en colère contre le pickleball. Une couple d'années, un bon souper, puis non, on va y venir. Régis Labon, vous avez commencé en 2007, vous, en politique municipale. Puis tantôt, on a parlé un petit peu de réseaux sociaux. 2007, c'était les débuts Le pickleball n'existait pas. Pas de pickleball. Parce que si le pickleball avait existé, je ne serais pas allé en politique. Ni Facebook, ni le pickleball. C'est pas de La belle pickleball, époque. pas de Facebook, c'est ça. Mon Dieu, une autre vie. On a presque tous oublié comment c'était. Mais pas d'algorithme, pas non plus d'algorithme donc nourri par la polarisation, par la haine. Donc vous, là, vous avez vu ça changer, là. Parce qu'à un moment donné, il y a, oui, se faire interpeller entre deux boîtes de conserve à l'épicerie, mais sur les médias sociaux, c'est jour, nuit. Vous êtes fait fort, là, vous avez la coin dure. J'imagine que des fois, ça n'a pas été facile, mais... Nous autres, à Québec, on avait les radios, on n'avait pas besoin des réseaux sociaux. Ah, ben oui, c'est sûr. On avait Choix. On avait Choix, puis tout ce monde-là. Alors, on était, nous autres, des précurseurs à Québec. Moi, quand je suis arrivé, Twitter, ça existait depuis à peu près 2 ans, puis Facebook, 3 ans. Alors, honnêtement, au début, tu sais, ça ne servait pas à insulter déjà. Alors, on avait, beaucoup de journalistes, puis bon, etc., etc. Mais juste pour vous dire la différence, moi, j'ai fait 4 campagnes électorales et 3 avec des équipes. La dernière campagne en 2017, on disait à nos candidats, là, parce que là, on leur expliquait qu'ils devenaient des personnes publiques. Alors là, pour la campagne, vous fermez vos réseaux sociaux. C'était une catastrophe. Je ne l'avais pas vraiment compris, comment ça faisait partie de leur vie. Les 2 premières campagnes, on disait, vous ne touchez pas aux réseaux sociaux. La dernière, ils ne comprenaient absolument pas pourquoi ce vieux maire-là demandait qu'on ferme les réseaux sociaux tellement c'était intégré à leur vie. Moi, je l'ai senti comme ça.
Ben, alors que chez la jeune génération, ça devient aussi un outil. Tu sais, je dirais, il y a du pas beau, mais comme Catherine, vous utilisez les médias sociaux pour justement parler, décortiquer, puis parler à l'intelligence des gens qui vous suivent. Puis ça, je pense que c'en est un outil si on veut parler de réenchanter avant la fin. C'en est une manière, je crois, ben, pas abolir parce qu'il y en aura toujours, mais pour atténuer le cynisme. Les gens apprécient, j'en suis certaine, qu'on prenne le temps de leur expliquer les choses et l'arrière-scène plutôt que de dire c'est ça qui est ça, vivez avec. Nous, on comprend pourquoi on le fait. Oui, exact. C'est sûr que moi, je choisis de voir les réseaux sociaux comme étant un outil. C'est sûr qu'il y a ces côtés plus sombres, là, comme n'importe quoi. Quand on est une femme aussi, Oui, c'est important de le nommer. Tu sais, les femmes, encore aujourd'hui, les femmes élues reçoivent. Je veux dire, tout le monde reçoit de la haine, mais les études démontrent que c'est pire chez les femmes, que ça atteint le c'est donc suicide, la c'est ça. sexualité, c'est d'autres. Toujours l'intelligence et le physique. Exactement. Puis c'est sûr, moi, je l'ai toujours dénoncé, puis je pense que c'est important de le dénoncer, de même rapporter aux autorités là, lorsque nécessaire. Moi, j'ai jamais rien laissé passer sur mes pages. Pour moi, c'est vraiment important parce qu'on peut pas se laisser. Tu sais, pour moi, c'est comme atteindre le socle aussi de la démocratie, en quelque sorte, quand on attaque l'intégrité des personnes élues. Fait que je pense que c'est important de tenir son bout là-dedans. Après, il y a toutes sortes de nuances de gris, il y a de la haine, il peut y avoir du harcèlement, de l'intimidation, mais il y a aussi beaucoup de beau sur les réseaux sociaux puis en politique en général. Ben oui, parce que, je l'ai dit, tu sais, oui, il y a des commentaires qui ont pas d'allure, qui sont inacceptables, mais pour un commentaire comme ça, il y a 10 très beaux commentaires constructifs qu'on peut recevoir. Puis, tu sais, comme élu, on a quand même de la chance d'avoir une reconnaissance pour le travail qu'on accomplit. Moi, en tout cas, je l'apprécie beaucoup. C'est sûr que les réseaux sociaux, ça devient aussi une fenêtre qui nous permet d'exposer, encore une fois, un peu plus l'arrière-scène ou les coulisses, mieux comprendre les décisions qui sont prises à la ville. Moi, c'est comme ça que je choisis de les utiliser. Donc, je préfère plutôt en faire une arme plus positive, puis de nouer un lien aussi avec les électrices et les électeurs, les citoyens de façon générale. Je pense que c'est quelque chose qui est apprécié parce qu'ils peuvent avoir accès non seulement à nous comme personnes quand ils viennent au conseil ou ailleurs sur le terrain, là, donc on participe à des événements ou des rassemblements publics, mais qui peuvent aussi avoir accès à nous directement via les réseaux sociaux. Tu sais, moi, il y en a plusieurs, de très nombreuses personnes, en fait, qui m'écrivent via les médias sociaux. Là, j'en reconnais d'ailleurs quelques-uns parmi vous. Puis c'est le fun parce qu'on peut vraiment développer une relation qui est directe, mais c'est sûr que c'est aussi du temps puis de l'investissement. Je pense qu'on est en train, collectivement, en tout cas, de redécouvrir l'importance du palier municipal, qui était un peu, pendant longtemps, comme pas un mal nécessaire, mais on n'était pas tant conscient, je crois, comme citoyens, de l'impact direct sur nos milieux de vie, sur notre quotidien. Puis là, on dirait avec la vague de 2021, justement, avec le maire de Laval, Stéphane Boyer, Longueuil et tout ça. Puis là, en plus, c'est que vous faites preuve de créativité. Vous aussi, vous êtes créatif. Puis là, mais de l'exposer comme ça, de dire on veut se regrouper, puis comment dire, c'est pas parce qu'on l'a jamais fait que c'est pas possible de le faire. Donc, vous osez beaucoup, là, quand même. Exact. Mais ça, c'est grâce à la génération de maires et mairesses qui nous ont précédés. Tout à fait. J'ai ça à partir de la fin de la première décennie de 2000. En fait, après la commission, ou en tout cas pendant la commission Charbonneau, je pense qu'il y a vraiment un avant-après où les villes, tu sais, étaient beaucoup... on les percevait vraiment comme des entités administratives. Puis les élus municipaux, c'était des membres genre d'un conseil d'administration. Puis après, il y a eu la génération de Régis et les autres maires, mairesse, surtout dans les grandes villes, tu sais, qui ont vraiment fait le ménage, qui ont instauré aussi une façon différente de gouverner. Puis ça, je pense que c'est ça qui a tracé la voie à une nouvelle génération par la suite. Puis par génération, je parle pas juste d'âge, là, je parle vraiment d'une nouvelle façon de faire la politique municipale vers 2017, 2021. Puis je pense qu'il a pris aussi, que ça a pris encore davantage d'ampleur en novembre de cette année, où on conçoit vraiment la politique municipale comme étant un vecteur de transformation sociale. Puis ça, c'est ce qui va vraiment distinguer, je pense, les deux phases de la politique municipale au Québec. Là, quand on va prendre du recul, d'après moi, c'est ce qu'on va noter comme changement. Changement de paradigme, juste 100%. Oui. Si on ferme le gouvernement fédéral, vous allez vous en apercevoir seulement dans 2 semaines. Le gouvernement du Québec, s'il ferme, vous allez vous en apercevoir à peu près dans 1 semaine.
Si la ville ferme, vous allez le savoir la journée même, pour montrer comment la différence de services qui sont dotés. On ne pourra plus boire de l'eau. Ben, ça Ça va être risqué. va être compliqué. C'est ça. Non, mais c'est la base de nos vies, c'est la propreté, c'est tout, là. Ça nous impacte à plein de niveaux. Il nous reste un petit 5 minutes. Je prendrai quelques questions du public avant de vous laisser le mot de la fin. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour M. Labaume, Catherine Fournier ou les deux? Je veux dire aussi mon admiration pour Catherine Fournier. Je me suis offert comme un des nombreux impresarios qu'elle pourrait avoir. Et tu sais que c'est une admiration qui est partagée. Oui, mais Catherine, c'est un bijou. Mon Dieu, qu'elle ira loin. Et ce sera bon pour le Québec, d'ailleurs. Merci, ça me touche toujours beaucoup. Merci, Régis, pour tes bons mots le soir des élections aussi. J'étais très, très émue quand mes parents m'ont rapporté ce que tu avais dit. Merci. Régis Labaume, quand on écoute votre balado, vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a très émue parce que des mentors dans la vie, c'est quand même difficile. C'est pas tout le monde qui va être généreux de son chemin. Puis vous, on sent vraiment ce désir d'accompagner puis de dire, hey, avant de penser, de lâcher, ou si vous hésitez à savoir si vous devez embarquer, c'est presque, je pense qu'il va vous donner son numéro. Ben oui, mais après, c'est là. tellement important que tu le nommes parce que, C'est- tu sais, Régis, il y a beaucoup de gens qui quittent la politique en se disant, ben regarde, tu sais, moi, j'ai fait mon affaire, puis maintenant, qu'ils se débrouillent les suivants, puis tout ça. Mais non, mais je sens vraiment ce désir de ta part de redonner, puis tu sais, je le vois par tes mots, tu me fais confiance, tu fais confiance à Isabelle, à tellement d'autres jeunes qui prennent leur place en politique. Puis ça, ben, ça fait du bien. Puis je pense que c'est important de te le dire aussi parce que tu n'étais pas obligé de faire ça, mais tu as quitté la scène politique, mais malgré tout, tu tends la main pour celles et ceux qui suivent. Puis c'est tout à ton honneur. Ben écoute, il faut qu'on serve à quelque chose, rendu là, hein? Mais non, sérieusement, j'ai vraiment le goût d'aider si je peux le faire, dans le bon sens du terme, sans dans une posture mentale de mentor, là, sans, comment dire, sans être paternel ou quelques autres sentiments qui sont un peu délicats, là. Mais, et j'y crois tellement, là, au service de proximité. Vous savez, entre maires, d'un fois, on regarde les politiciens en haut, fédéral pour provincial, puis on se dit, mon Dieu, il me semble qu'on travaille fort, hein? C'est vrai. On a une question. Oui, y aller. bonjour, merci pour votre présence, tous les deux. Je suis ici. Vous voyez, je me lever. Ah, OK, parfait. Merci pour votre présence. Vous êtes des personnes avec une action importante. Vous êtes, à mon avis, faites partie d'un élan transformationnel pour les municipalités. C'est ce qu'on voit, enfin, c'est ce que beaucoup disent et ce qu'on peut ressentir. Les champs d'action d'une municipalité sont très vastes, hein. Résilience, changement climatique, le social. Monsieur. Pardon, le social, changement climatique. On veut bien, et puis je pense qu'il y a énormément d'idées pour enchanter cette collectivité. On le voit à Montréal, à Longueuil, à Québec. Mais il reste que un des nerfs de la guerre, c'est le financement, c'est évident. Donc j'arrive juste sur la question sur la fiscalité municipale. Et on voit qu'il y a eu des élans depuis 2-3 ans à cette réforme de la fiscalité municipale. Mais est-ce que vous trouvez que ça va assez vite à votre goût? Parce qu'on sent que c'est important pour vous donner toute la marge de manœuvre nécessaire. Mais je ne suis pas très sûr que ça avance énormément, cette réforme de la fiscalité municipale. Ben, écoutez, j'ai fait quelques négociations de ce qu'on appelle le pacte fiscal. Moi, je pense pas que ça va changer beaucoup. Pour être bien honnête avec vous, là. Ce que disait Catherine tantôt, elle a parfaitement raison. On n'est pas récompensé pour le développement. Ce qui se passe comme activité économique dans notre ville, parce que quand on fait des choses bien, normalement, les entreprises veulent venir s'établir chez nous et on progresse. Alors, ce qui nous reste, nous, pour les villes, c'est d'aller chercher des points de TVQ, des points de la taxe à la consommation. C'est la seule façon, je pense, à part notre fiscalité punitive,
de pouvoir progresser financièrement. Je sais pas, Catherine, là. On serait partant pour de la TPS aussi, tu sais, les TVQ, prendre toutes. TPS, n'importe quoi. Mais c'est vrai que dans d'autres pays du monde, les municipalités ont une portion plus importante justement des taxes à la consommation. Tu sais, je pense aux pays de la Scandinavie, le Danemark, Copenhague est financé directement par des taxes à la consommation en plus de la taxe foncière. Fait que c'est sûr qu'il y a d'autres modèles qui existent dans le monde, mais on s'entend, ça signifierait que le gouvernement québécois ou fédéral décide de délaisser cette croissance-là de leurs propres finances au bénéfice des villes. Ça semble effectivement ardu de croire que ça puisse être fait parce que justement, Québec, il y a eu dans le temps de Régis, disait qu'il allait offrir l'équivalent de 1 point de TVQ aux municipalités. Finalement, c'était pas 1 point, c'est la croissance d'1 point. Fait que c'est à partir de 2017, tout ce qui est gagné par la croissance économique, donc, ce qui représente 1 point, mais tu pars de l'argent qu'on avait en 2017, puis tout ce qui est au-dessus, c'est ça maintenant qui est partagé aux villes, ce qui n'est pas banal. C'est quand même beaucoup d'argent, mais ça demeure que c'est quand même ténu là, comme apport pour les municipalités. C'est sûr que ça ne pourra pas être viable à long terme. Puis les villes, en fait, comme les organismes communautaires, on est un peu dépendants après des programmes gouvernementaux. Tu sais, j'ai dit que Longueuil, par exemple, était financé à 80 par la taxe foncière. Mais autrement, il y a quand même une bonne portion du 20 que ce sont des transferts gouvernementaux à travers des programmes spécifiques. Mais souvent, les programmes, c'est vrai pour les villes, c'est vrai pour les organismes, les gouvernements, les annonces, ça dure 3 ans, 5 ans si on est chanceux, puis après, ça se termine. T'sais, nous, vous avez peut-être entendu parler dans les médias du programme Immersion de la police de Longueuil, les policiers réseau qui sont des policiers dans les quartiers communautaires. T'sais, ça fait les manchettes. Stéphanie Daguerre, le chef de police à l'époque, Patrick Bélanger a pris la relève par la suite à Longueuil, mais c'est un modèle innovant. On a eu un financement de Québec justement pendant 3 ans, puis ça fonctionne super bien. Ça a diminué notre nombre d'appels au 911 dans des endroits critiques de la ville où il y a beaucoup de vulnérabilité. Mais après 3 ans, ben si vous voulez le garder, le programme, vous pouvez, mais c'est vous qui le payez. Fait que nous, on a trouvé une façon de réaménager nos budgets pour le faire parce qu'on a vu que c'était vraiment très important pour notre communauté, mais ça demande un casse-tête fou. Donc, on doit composer avec ce genre de contraintes-là au quotidien dans les choix politiques que l'on fait. Puis des fois, on doit dire, ben non, il va falloir qu'on l'abolisse parce qu'on ne peut pas le reprendre à l'interne. On n'a pas la capacité parce qu'on aurait pu en parler aussi, mais les villes sont tenues d'équilibrer leur budget chaque année. On ne peut pas faire de déficit. On peut avoir de la dette, bien sûr, parce que quand on prend de l'immobilisation pour construire des infrastructures, mais le service de la dette est compté dans notre budget d'opération. Fait qu'on ne pourrait pas se lancer non plus, pour reprendre l'exemple des infras qui sont toutes à rebâtir. On ne peut pas nous dire, OK, on fait un méga chantier, là, on refait toutes nos infrastructures la même année, parce qu'il faudrait emprunter, évidemment, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis ça ferait en sorte que notre service de la dette serait énorme et qu'on devrait couper dans toutes les autres opérations qu'on fait. Donc, on doit toujours garder cet équilibre-là, donc ce qui rajoute des défis, encore une fois, supplémentaires. Parlant de Catherine, couper, j'ai juste parlant de couper, je vais vous laisser le mot de faut que je vous laisse le mot de Non, la mais fin. deux mots là-dessus, parce que c'est trop agréable, là. Catherine le répète, une ville ne peut pas faire de déficit. On s'est toujours dit, nous, dans les villes, qu'une des solutions pour les finances des gouvernements, c'est qu'ils s'imposent la même chose, qu'ils ne fassent pas de déficit. Les Ça, écoles que non ça plus irait n'ont pas le mieux. droit de faire des déficits. Hein? D'ailleurs, les seuls qui ont le droit de faire des déficits, c'est nos gouvernements, mais les écoles n'ont pas le droit de faire de déficits, les villes n'ont pas le droit de faire de Ouais. déficits. C'est une époque formidable, comme on dirait. Mais merci, en tout cas, d'y contribuer avec cœur. Le mot de la fin, je voulais vous le laisser, mais là, finalement, ça presse. Donc, je voulais vous demander pourquoi, dans le fond, se lancer en politique municipale aujourd'hui, mais on a 700 pages à peu près à se mettre sous la dent pour réfléchir, pour avoir des outils, pour se questionner sur ses propres valeurs. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Catherine Fournier, vous allez être au kiosque 904 dans quelques minutes chez Parfum d'encre pour re-signer à nouveau votre livre Apprivoiser la politique. Régis Laborme, lui, s'en retourne à Québec, pas encore en train, pas en tramway. Moi, j'ai 3 jours de fait, là. Alors, Puis de mon côté, ben là, je suis là, puis bon, sans honte, je serai pour ma part au kiosque 1717, somme toute, avec un raccommodement raisonnable qui a un point de vue de gérant d'estrade, on dirait, là, mais informé quand même. Donc, merci beaucoup tout le monde pour votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. merci. De fou.